le lancement du BNet, le baromètre national de l'engagement au travail. C'est quelque chose qu'on prépare depuis très très longtemps chez Supermood, qui on espère va changer pas mal de choses sur l'engagement des collaborateurs en France. Et donc, on est vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui et de commencer ce webinaire. Alors, on va mettre en grand. De quoi on va parler? On va faire une petite introduction, se présenter, etc. Analyser déjà qu'est-ce que c'est l'engagement, où il en est, et voilà. Pourquoi le INPS est une des métriques les plus importantes à suivre au niveau de l'engagement. Et ensuite, on dévoile le BNet, les résultats, et on fait un petit bilan de comment ça se passe en France depuis le Covid, depuis 2022, et qu'est-ce qui nous attend en 2023. Avant de commencer à se présenter, etc., deux choses. La première est le replay sera disponible en ligne. Si vous vous êtes inscrit à ce webinaire, vous allez le recevoir automatiquement. Vous aurez un mail à la fin de ce webinaire et on vous préviendra quand la vidéo de bonne qualité sortira. Et deuxième chose, je vous invite à dialoguer dans le chat en bas à droite de ce webinaire et surtout à poser vos questions dans l'onglet questions qui est juste à côté. Ça nous permet de les suivre et ça nous permet d'y répondre à la fin. Il y aura, comme vous voyez en 7, un Q&A qui durera un bon quart d'heure. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est fait pour ça. Alors, aujourd'hui, je suis accompagné de Laure. Laure, je suis ravi de t'avoir sur ce webinaire. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour Kevin, ravie également d'être là. Donc, je suis psychologue clinicienne et je partage mon temps entre mon cabinet où je reçois essentiellement des particuliers et mon travail de culture strategy chez Supermood qui consiste finalement à accompagner nos entreprises vers une culture du feedback, donc c'est-à-dire que je les aide à la fois dans la réalisation des sondages, l'analyse des résultats et éventuellement la préconisation d'actions correctives si c'était nécessaire par rapport à certaines problématiques que les sondages auraient mis en évidence. C'est pour moi une deuxième carrière, c'est-à-dire que j'ai d'abord travaillé dans le domaine de la finance, domaine assez engageant et un peu stressant, ce qui me permet d'avoir une connaissance de l'intérieur, personnelle en tout cas, de problématiques, de thématiques en lien avec le travail. Donc voilà, pour moi. Super content de t'avoir aujourd'hui, Laure. Et cette double casquette va être hyper précieuse justement pour les analyses qu'on va faire plus tard. De mon côté, donc, Kevin Bourgeois, je suis cofondateur et président de Supermood. Je suis data scientist de formation et j'enseigne tout ce qui est People Analytics à HEC et à Panthéon-Assas en tant qu'intervenant. People Analytics, c'est l'art d'utiliser les données dans l'entreprise autour de l'humain pour améliorer les choses, que ce soit l'engagement, la performance, ce genre de choses. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, Supermood, on est une plateforme qui est dédiée à l'écoute au feedback collaborateur. C'est-à-dire qu'on va créer des conversations confidentielles dans les entreprises qui vont remonter de la donnée sur ce qui s'y passe. On va poser des questions sur l'engagement, sur la QVT, sur la stratégie, les transformations. Et grâce à ça, ça permet aux dirigeants, DRH et managers de piloter un petit peu mieux ce qui se passe en interne et de ne pas avancer dans le noir. Voilà. Donc, la vertu de Supermood aujourd'hui, c'est d'interroger beaucoup de monde. C'est plus de 400 000 salariés chaque mois. Et donc, ça permet d'avoir de la data très fiable et très solide sur ce qui se passe en France. Et donc, ça nous a amené à sortir le BNet dont on va vous parler tout à l'heure. On accompagne tout type d'entreprise, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille. Alors plutôt spécialisé sur les entreprises de plus de 50 salariés où il y a des grosses transformations. On a la moitié du CAC 40 en clients. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir avec tout ça comment l'engagement évolue depuis plusieurs années, qu'est-ce qui le perturbe positivement ou négativement. Et donc, on va voir ça de plus près. Avant toute chose, on fait toujours un petit dézoom, on prend du recul et on replace le contexte. Alors, on a 4 statistiques qui sont importantes, notamment sur l'engagement collaborateur. Super, on va voir ce que c'est, mais d'abord, pourquoi c'est important? Donc, Laure, je te laisse commencer. Oui, peut-être donc le premier chiffre, plus 10%. Ce qu'on a observé, c'est que des salariés engagés
vont favoriser finalement la satisfaction des clients. Et on a pu mesurer cette corrélation finalement, c'est-à-dire que l'engagement des collaborateurs peut permettre une augmentation de l'ordre de 10% de la satisfaction des clients. Ça se comprend assez bien, c'est un petit peu comme dans la vie, quand on se promène avec un sourire, même si on est juste de bonne humeur et qu'on dégage une certaine énergie positive, et ben, finalement les gens nous rendent notre sourire. Et ben, dans les entreprises, c'est la même chose finalement. Des salariés engagés et heureux d'être au travail, et ben, ça se sent, ça se voit. Et ça permet finalement une meilleure satisfaction des clients. C'est une des premières questions qu'on nous pose, c'est en gros, est-ce que l'engagement, ça rapporte aussi Ouais. sur le business? La réponse, c'est plutôt oui. En miroir, l'engagement, ça peut coûter, en tout cas le désengagement. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties. En moyenne, le coût du désengagement d'un salarié, c'est 10 000 euros par an. On se positionne généralement entre 20% et 100% du salaire annuel d'un collaborateur pour son désengagement. Et ça vient d'un manque de performance, un manque aussi de performance dans l'équipe, et puis aussi le fait que les collaborateurs partent. Et donc, c'est la troisième stat que vous voyez en rose. Il y a 43% des équipes, 43% pardon, des gens qui sont désengagés qui ont un taux de turnover plus élevé. C'est-à-dire que moins on est engagé, plus on a envie de partir. Et donc, quand on sait que le marché du travail aujourd'hui est extrêmement tendu, il vaut mieux essayer de garder ses collaborateurs chez soi plutôt que de payer des sources de recrutement à tiers larigot. Donc, on voit qu'il y a un lien quand même direct entre la motivation de rester dans l'entreprise et le désengagement. Oui, et d'ailleurs, alors les gens, ils partent ou ils s'absentent. C'est le quatrième chiffre, 55%. Quand les collaborateurs sont désengagés, ce qu'on a pu observer, c'est qu'en 2021, il y a quand même 55% des collaborateurs peu engagés qui se sont absentés à un moment dans l'année. Donc, c'est plus de la moitié. Donc, ça rejoint aussi le coût du désengagement. Et à l'inverse, finalement, quand les collaborateurs sont engagés, on arrive à réduire cette proportion à 34%. Donc là encore, on voit tout l'intérêt de s'intéresser à cette question de l'engagement pour réduire l'absentéisme qu'on observe actuellement dans nos entreprises. Exactement. Donc, outre le côté ambiance sociale de Ouais. l'engagement, il y a un côté économique aussi qui est hyper important. Il y a beaucoup de statistiques, on vous donnera les sources de ces études, mais quand on chiffre le coût du désengagement en France, c'est des dizaines, voire des centaines de milliards que ça coûte. Donc ça devient quasiment un sujet de société qui est comment on crée une société et des entreprises qui engagent l'humain à l'intérieur. Maintenant, donc on a parlé de l'engagement, mais si vous connaissez Supermood, vous vous doutez de la prochaine question qui est, OK, mais comment ça se mesure l'engagement? Comment on a une mesure qui est objective? Comment on peut voir l'évolution de cet engagement? Et donc pour ça, on utilise une métrique qui s'appelle l'INPS. Alors c'est un nom un peu bizarre. Et donc, d'où ça vient l'INPS? Ça vient d'un autre acronyme, le NPS, qui veut dire le Net Promoter Score, qui est une métrique qui a été créée par le cabinet Bain en 2003, donc ça fait 20 ans. Et c'est une métrique qui est hyper intéressante. On voulait revenir là-dessus parce qu'on a beaucoup de questions finalement sur l'origine du NPS, pourquoi il y a un mode de calcul qui est un petit peu bizarre, etc. Alors, pour revenir en arrière, Bain accompagnait beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises du retail, et il y avait des études avec des focus group, des panels utilisateurs, etc. Le problème de ça, c'est que l'administration de longs questionnaires ou de focus group, ça coûtait cher. Il y avait assez peu de taux de réponse parce que les clients n'ont pas que ça à faire de répondre à des questionnaires. Et donc, ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait simplifier tout ça tout en gardant une statistique qui est prédictible de ce que fait un client. Et donc, ce qu'a fait Bain, c'est qu'ils ont fait passer aux consommateurs de leurs clients des questionnaires avec une vingtaine de questions. Et ensuite, ils ont regardé le comportement réel des clients qui avaient répondu à ces questionnaires en fonction de leurs réponses. Et donc, ce qui a émergé, c'est que de ces 20 questions, une
a été extrêmement corrélée au comportement des consommateurs. Et cette question, elle a donné le NPS. Cette question, c'est est-ce que vous recommanderiez la marque, donc par exemple Apple, qui a popularisé le NPS, à un ami, un collègue ou un membre de votre famille. Et donc, on s'est rendu compte que les gens qui répondaient bien, rachetaient la marque, recommandaient la marque, et ceux qui mettaient une mauvaise note ne rachetaient jamais la marque. Donc ça, on pourrait faire le lien avec plein de questions différentes, mais c'est vraiment cette question de la recommandation qui a la valeur prédictive, la plus forte. Voilà. Et donc, le NPS, petit à petit, s'est imposé comme un des indicateurs les plus simples et les plus fiables, finalement, pour mesurer la fiabilité, l'expérience du client. Donc, le INPS a été adapté directement du NPS. On va voir comment. Mais avant ça, on voulait vous parler de l'engagement. Globalement, c'est quoi? Comment on le définit? Et oui, c'est pas simple, hein, cette notion à définir. Et je dirais qu'en fait, il y a deux éléments. Il y a l'aspect rationnel et il y a l'aspect émotionnel. C'est pour ça que dans la slide précédente, il y a une partie que moi je trouve importante, c'est la question de la fidélité client. C'est que l'engagement touche à la fois là et le cœur aussi. Hein. C'est ces deux éléments. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord être motivé, évidemment. Mais la motivation, elle peut être de courte durée. On peut être motivé parce qu'on a un achat en tête, on veut s'acheter un nouveau vélo, on attend son bonus et donc on est motivé à un instant T pour pouvoir avoir la prime qui nous permettra d'acheter le vélo dont on rêve. Mais si c'est ça la motivation, ça s'arrête une fois qu'on a acheté le vélo. Et donc, c'est pas ça l'engagement. Pour qu'il y ait engagement, il faut que ça dure, il faut que cette motivation, elle dure. Alors, ça peut rester une motivation financière, donc ça peut être un peu plus dans la durée, mais ça constitue toujours pas l'engagement. Pour qu'il y ait l'engagement, il faut qu'il y ait réellement une implication affective, et on le voit d'ailleurs dans cette question du NPS, il y a cette question de l'attachement, finalement, on recommande à un proche quelque chose qu'on apprécie. Donc il faut qu'il y ait ces trois éléments, rationnel, motivation, durable, mais aussi une implication plus affective, plus émotionnelle envers son employeur. Ouais, c'est hyper intéressant. Pour faire le parallèle avec le NPS, c'est pareil, c'est le rapport à la marque. La marque, c'est quelque chose de rationnel. On achète parce que c'est cher, pas cher, de qualité, pas de qualité, mais aussi il y a un supplément d'âme. Ouais. Et on achète du Apple aussi parce qu'on a envie de faire partie de quelque chose, d'un mouvement. Et donc, voilà, on peut faire le parallèle avec ce que ressentent les collaborateurs. Mm. Donc, pour entrer dans les détails de l'INPS, comment ça marche? Donc, on adapte le NPS aux salariés. Donc, on pose une seule question aux collaborateurs. Cette question, vous l'avez en gros, c'est quelle est la probabilité que vous recommandiez votre entreprise comme une entreprise où il fait bon travailler? Alors, vous avez plein de nuances de la question du INPS. Vous avez parfois, est-ce que vous recommanderez votre entreprise, tout simplement? Vous avez des précisions, par exemple, à des collègues ou à des membres de vos connaissances. Voilà. Mais globalement, on reste sur cette question ombrelle de la recommandation en se disant si je recommande, c'est que je suis engagé et que j'ai justement ce supplément d'âme qui me permet de faire venir, de m'engager dans la recommandation. Voilà. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est une métrique qui est déclarative, c'est-à-dire que les collaborateurs déclarent et donc disent ce qu'ils veulent. Donc, ça peut créer des biais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que globalement, ces biais sont complètement lissés. Quand vous posez cette question à beaucoup, beaucoup de gens, les biais s'annulent et en moyenne tendent vers zéro. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette métrique de l'INPS, elle est extrêmement corrélée, comme on l'a dit tout à l'heure, à des métriques sur l'état d'engagement du collaborateur, comme par exemple sa productivité, l'absentéisme, le fait qu'il ait envie de rester ou non, etc. C'est pas du tout corrélé à d'autres sujets comme le bien-être, par exemple. On va en parler à la fin de ce webinaire. Mais en tout cas, dans les métriques RH qu'on regarde généralement, on constate une corrélation qui est très, très, très forte. Donc voilà, vos collaborateurs reçoivent une question, ils répondent entre 0 et 10, et ensuite il y a un petit calcul magique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le petit calcul magique? Ouais, alors le petit calcul magique, donc les collaborateurs sont amenés à donner une note entre 0 et 10 et on va classer
les réponses en fonction des notes. Donc, on estime qu'entre 0 et 6, ce sont des non-ambassadeurs. Donc, ce sont plutôt des personnes qui ne recommanderaient pas l'entreprise à leurs proches, à leur entourage. 7, 8, ce sont les passifs. Finalement, ce sont ceux, c'est pas très clair. Un jour oui, un jour non. Parfois, oui, ils sont motivés, parfois un peu moins. Et les vrais ambassadeurs, ce sont ceux qui mettent 9 ou 10. Eux, vraiment, on est sûr qu'ils sont heureux, qu'ils sont engagés et qu'ils vont recommander leur entreprise. Alors, ça paraît peut-être un peu, c'est vrai que dans les sondages classiques, 7-8, par exemple, c'est plutôt une bonne note. Donc, on se dit, ah bah, finalement, là, on considère que ce n'est pas une si bonne note que ça. Parce que, encore une fois, ce qu'on cherche à voir, c'est cette motivation, ce supplément d'âme dont tu parlais. Et ça, on est sûr de l'avoir que réellement quand on a des très bonnes notes, c'est-à-dire 9 ou 10. Pour revenir au calcul, pardon, j'ai un peu dévié de ta question. Une fois qu'on a donc calculé le pourcentage des ambassadeurs, des passifs, des non-ambassadeurs, on va faire un calcul assez simple. On va soustraire les non-ambassadeurs, le pourcentage de non-ambassadeurs au pourcentage des ambassadeurs, les passifs n'étant donc pas pris en compte. Et ça va nous donner une note qui va être entre moins 100 et 100, qui va être un bon indicateur de l'engagement des collaborateurs. On a tendance, nous, à recommander parfois d'activer les commentaires parce que finalement, c'est très intéressant de voir comment l'engagement évolue, mais c'est parfois aussi utile de savoir pourquoi. Donc, l'activation des commentaires permet de donner de la couleur à la constatation qu'est le chiffre de l'INPS. On arrive à comprendre qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont non ambassadeurs et pourquoi, à l'inverse, d'autres sont très motivés. Qu'est-ce qui fait que leur employeur est quelque chose auquel ils sont attachés au point de le recommander à l'extérieur. Et exactement. Et alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, merci Laure, c'est que cette méthode de calcul qui est vraiment bizarre, on se dit pourquoi on ne fait pas juste une moyenne, c'est parce qu'elle est validée scientifiquement pour représenter les comportements réels. C'est-à-dire que vous pouvez faire une moyenne, c'est un indicateur qui est intéressant. Par contre, ce n'est pas la moyenne qui va vous dire quel va être le comportement de vos collaborateurs. Voilà. Il y a plein d'avantages à mettre en place un INPS et c'est pour ça que cette métrique s'est imposée comme la métrique de référence. La première, c'est facile, c'est une seule question, donc on peut rapidement collecter du feedback. On peut du coup avoir une fréquence de questionnement qui est assez élevée avec une participation qui se maintient. Quoique, il faut bien communiquer à ses collaborateurs le pourquoi, qu'est-ce qu'on va en faire du INPS. On mesure une évolution, donc on a une seule métrique chapeau qui nous permet de globalement mesurer l'impact de nos actions et l'état des troupes. Donc, chez nos clients, on a une mesure qui peut être annuelle, mais on a beaucoup d'entreprises, même de plus de 10 000 collaborateurs, qui sont tous les mois le INPS pour voir quelles sont les fluctuations. Et dans des moments de transformation ou de crise, comme par exemple le Covid, il y a des vrais changements mensuels. Et c'est ce qu'on va vous montrer d'ailleurs avec le Bennett. Ce qui est intéressant et qui diffère du NPS, c'est que avec le INPS, donc en interne, vous avez une population connue. C'est-à-dire que vous l'envoyez à des collaborateurs que vous connaissez et cette population, elle est plutôt stable. Alors que quand vous mesurez le NPS avec des clients, généralement, vous faites des panels, mais le client ne va pas répondre à 15 NPS dans l'année. Donc là, vous pouvez vraiment tirer des évolutions démographiques qui sont hyper intéressantes. Et surtout, l'important et l'essentiel de l'INPS, c'est que ça donne comme une boussole un peu le nord. Et donc, ça donne une boussole à la direction et aux managers sur comment ça évolue tout ça. Est-ce que mon équipe se sent plus engagée en janvier qu'en juin, ou c'est l'inverse? Il y a quelque chose, il y a une nouvelle stratégie, quel a l'impact sur l'engagement? Voilà, donc ça vous permet d'avoir une boussole qui vous donne le nord. On a des milliers de choses à dire pour le INPS et on a des super questions vraiment qui ont été posées sur la validation, les biais, les plans d'action derrière. On y répondra dans les Q&A, donc continuez à poser des questions. Il y a beaucoup de réponses qui sont sur le livre blanc. On a sorti un livre blanc qui s'appelle INPS pour mesurer l'engagement des salariés. On l'a voulu comme une bible vraiment de l'INPS et on aborde les sujets de différences culturelles. Est-ce qu'on a les mêmes notes ou les mêmes façons de calculer aux États-Unis ou en France ou en Chine?
les biais, comment communiquer sur un INPS, comment réagir, voilà. Donc, il y a plein de choses. On vous mettra le lien dans le chat, plus quand vous aurez le replay, vous pourrez cliquer sur le lien pour le télécharger. Mais si vous vous intéressez à ce sujet, c'est super intéressant. On fait aussi le parallèle avec les attentions miroirs, c'est la corrélation entre le NPS client et le INPS des salariés en interne. Voilà, il y a plein de choses. On vous invite vraiment à le consulter. Et donc, on prend vos questions dans la partie Q&A. Maintenant, le grand moment, donc on va vous présenter le BNet et qu'est-ce que c'est. Donc déjà, pourquoi on a voulu créer ce baromètre national de l'engagement au travail? Premièrement, parce qu'on a de la data pour. Donc Supermoon, c'est une entreprise qui date depuis 2016. Donc on a eu le temps d'affiner nos data, d'en récolter. Et puis quand on est arrivé à une masse critique qui nous permet d'être représentatif de vraiment la population française, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Donc, on a attendu quelques années pour valider qu'il y avait une cohérence statistique. Et puis aujourd'hui, on est prêt. On voulait créer un référentiel qui soit partagé et commun. Pourquoi? Parce qu'on est une entreprise à mission, Supermood, et on pense aussi qu'il y a une notion de compétitivité des entreprises françaises et même de bien-être général avec l'engagement en France. Et donc, on s'est dit, en offrant une métrique qui est très peu accessible, si vous tapez benchmark INPS, vous verrez qu'il n'y a vraiment quasi rien sur Internet. Au moins, on crée cette conscience et les entreprises peuvent se comparer, peuvent juger de ce qui est un bon INPS ou pas, et ça peut donner envie aux entreprises de mesurer, de faire un audit et d'en discuter. Donc, indépendamment de la logique business, il y a cette logique aussi on pense que c'est un élément, comme la bourse ou le CAC 40, qu'on devrait pouvoir suivre, parce que c'est un élément moteur dans les entreprises en France. C'est une demande très forte, bien sûr, de nos clients, des directions RH, mais des dirigeants aussi, d'avoir un benchmark. Et également, il y a quelque chose de live au INPS qui est assez intéressant. On l'a vu pendant le Covid, où le benchmark évolue vraiment en fonction du comportement du monde du travail. Et donc, on va faire une petite rétrospective, mais vous allez voir qu'il y a des différences parfois de 10-15 points d'un trimestre à l'autre en fonction de ce qui se passe. Notamment, le Covid a créé un sursaut d'engagement parce qu'il y a une solidarité très, très forte au sein des entreprises. Donc voilà, tout ça nous a amené à nous dire, il y a quelque chose à faire, on sort cette métrique du NPS et on la rend publique pour tous. La méthodo, donc c'est toujours cette question qui est posée, la question du NPS. Est-ce que vous recommanderez votre entreprise, que l'entreprise vous fait bon travailler? Les gens répondent de 0 à 10 et on regarde les réponses dans un mois donné parce qu'on a assez de volume pour pouvoir faire une étude mensuelle. Pour donner la stat, il faut au minimum 10 000 réponses et dans un nombre d'entreprises suffisant, donc bien sûr pas dans une entreprise, mais dans un panel d'entreprises qui soit représentatif des entreprises en France. On utilise la méthode du NPS inventée par Bain et on extrapole ça à la population française. Vu le nombre de données qu'on a, plus de 10 millions de réponses, 400 000 collaborateurs, on a un intervalle de confiance de 99%, donc c'est quelque chose qui est quand même très, très précis. Et on a commencé à avoir ce niveau de précision depuis 2019. Le BNet est sur 12 mois glissants, mais nos clients ont accès à aussi quelque chose d'historique et on va parler de l'évolution du INPS depuis 2019 dans la suite de ce webinaire. Voilà, donc maintenant, c'est parti pour le BNet. Le BNet, ça ressemble à ça. Donc, vous pouvez vous rendre sur supermood.com et accéder à la page du BNet. Vous aurez chaque mois le INPS en cours. Donc, bien sûr, c'est le INPS du mois précédent, parce qu'on finit le mois. Donc, on est en février. Donc là, vous avez janvier. Vous voyez que le INPS aujourd'hui est à 16. Il est en augmentation par rapport à décembre 2022. Et vous avez cette nomenclature qu'a présentée Laure entre les engagés, les passifs et les désengagés. Donc, les gens qui répondent 9-10, les gens qui répondent 7 ou 8 et les gens qui répondent 6 ou moins. Vous avez une petite explication. Les évolutions de l'engagement global, donc depuis janvier 2022, sur un an, vous voyez qu'il y a eu pas mal d'évolutions. Attention, l'échelle est entre moins 30 et 40. Normalement, un INPS, c'est entre moins 100 et 100. Pour faire le zoom sur les évolutions, on a un petit peu réduit l'échelle.
Vous avez l'évolution du nombre d'engagés aussi et des engagés, et vous avez par taille d'entreprise avec les grands comptes et les PME. Et donc, vous voyez cette évolution mois après mois. Voilà, donc vous pouvez aller sur, on est vraiment hyper content de sortir ça, je ne sais pas si vous sentez mon enthousiasme, mais vous pouvez aller sur cette page, ça sera mis à jour donc le 1er ou le 2 de chaque mois. Pour nos clients aussi, il y a des benchmarks, un espèce de Bennett sectoriel qui est possible. Donc, vous pouvez vous comparer sur le secteur du retail, le secteur de la banque, etc. Voilà. Donc voilà, on a les données. Maintenant, on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé et voir aujourd'hui comment on en est arrivé à un INPS de 16. Donc, petit flashback. Je vais faire les deux premiers sujets. Donc, retour sur l'analyse pré- et post-Covid. C'est hyper intéressant de mesurer comment ça a évolué à l'aune d'un changement majeur qui est le Covid. Euh, Vous allez le voir, on a les datas depuis 2019, mais il y a eu une augmentation du NPS assez phénoménale, c'est-à-dire qu'en un ou deux trimestres, on a pris une quinzaine, voire une vingtaine de points avec le Covid. Pourquoi? Parce qu'il y a une très bonne réaction des entreprises qui ont inclus leurs collaborateurs dans la réponse à un ennemi commun. L'ennemi commun, c'était la crise sanitaire. Il faut que tous ensemble, on se serre les coudes. Et donc, vous avez un engagement qui a été très, très fort. En même temps, en parallèle, ça on ne le voit pas dans le Bennett, mais on l'a vu chez Supermood, vous avez des leviers d'engagement qui se bousculent complètement, c'est-à-dire que vous aviez des sujets en 2019 d'apprentissage, des sujets on va dire un peu doux et centrés sur la progression personnelle, qui était le sens aussi, qui était en top. Et ils ont complètement dégringolé pour des sujets de motivation plus primaires comme la visibilité sur le futur, c'est-à-dire et la sécurité. Donc, est-ce que dans 6 mois, j'ai encore un job? Que va faire mon entreprise dans 6 mois? Quel va être le monde dans 6 mois? Et puis, bien sûr, des sujets de santé. Je suis obligé de travailler en magasin. Le Covid, les premiers mois, on ne savait absolument pas ce que c'était. C'était quand même très mortel, etc. Donc, il y avait des préoccupations sur la santé personnelle et une demande des collaborateurs euh, que l'entreprise s'engage dans leur santé physique aussi. Donc, ce qui était intéressant, c'est que même si on a vu une augmentation de l'engagement, les leviers de cet engagement ont été complètement bousculés. Et puis depuis, il y a une remise en question et Laure, je te laisse en parler. Oui, alors c'est vrai que on a tous, comme tu l'as dit, on a tous vécu une situation travail inédite. Et bon, on a eu globalement un peu plus de temps. Enfin voilà, ça s'est bousculé. Je reprends un peu ce que je dis parce que je pense que pour les femmes ne seraient pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on a vraiment eu plus de temps? Peut-être pas pendant la pandémie. Mais en tout cas, voilà, tout s'est rebousculé pour tout le monde. On a regardé les choses différemment. On s'est dit, mais finalement, la question du bien-être, la question des valeurs, la question du sens de ce que chacun en fait dans notre quotidien, ça a pris beaucoup plus de place que ça n'en avait jusque-là. Donc, tout ça, ça a rebattu les cartes. Et puis bon, depuis, alors il y a eu quand même aussi une certaine diabolisation entre guillemets de la question travail. On a eu des nouveaux phénomènes qui se sont créés, la grande démission, le quiet quitting, donc un engagement un peu différent. Hein. Les gens se sont posés des questions qui ne s'étaient pas posées jusque-là, en tout cas pas avec cette importance. Alors, en même temps, ça a eu un effet très positif, c'est que ça a obligé les entreprises à se poser des questions différentes de celles qui s'étaient posées jusque-là. Et nous, ce qu'on a observé à travers les sondages, c'est que la charge de travail, qui est une question évidemment essentielle pour les collaborateurs, elle a été beaucoup, beaucoup plus posée depuis la pandémie. Donc, on a une augmentation de l'occurrence de cette question dans nos sondages de 350%. Donc, ça veut dire aussi que les entreprises ont très bien et très vite réagi à ce remaniement du sens des valeurs et de la question de la charge de travail. Et voilà, on a une évolution dans les thématiques même à l'intérieur des sondages qui sont proposés par les entreprises qui sont nos clients. Voilà. Oui, Laure, oui, tu allais rajouter quelque chose? Non, 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 non.
Alors, je rebondis ce que tu disais Ouais. sur les hommes et les femmes et les hommes. On a dans nos analyses vu que le Covid a, hélas, a catalysé les clichés, les a augmentés, c'est-à-dire que les femmes ont eu une charge de travail, en tout cas un sentiment de charge de travail plus important que les hommes, moins d'autonomie et une charge mentale qui a explosé par rapport à celle des hommes. Quand on analysait les commentaires sur la plateforme, ça venait de ce double emploi de travailleuse et de mère. Et donc de mère dans le logis. Euh, et donc, c'est quelque chose qui est déplorable, mais qui s'est passé. Aujourd'hui, on est revenu à inégalité, comme pré-Covid. Voilà. Mais c'est assez intéressant de le souligner Mm. parce qu'il y a une réalité qui est les femmes ont plus souffert du Covid parce qu'on leur en a demandé plus. Ouais. Euh, Justement, faire un bilan de l'engagement aujourd'hui. Donc, voilà le INPS depuis 2019. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous aviez un INPS qui était autour des 5 globalement. Et là, vous voyez cette augmentation. Et le Covid crée ce sursaut d'engagement très, très fort. Vous voyez des différences aussi assez fortes. Alors, il y a des différences saisonnières. Par exemple, en août, on est toujours plus engagé, généralement parce que c'est les vacances. Par contre, vous voyez des grandes baisses. Ces grandes baisses, souvent, elles ont été dues au déconfinement, où il y a eu en termes de communication, que ce soit au niveau du gouvernement et ça s'est retranscrit aussi dans les entreprises, il y a eu des loupés et on était tous dans le flou. On était tous dans le flou aussi parce qu'on ne savait pas tout par rapport à la crise sanitaire et ce qu'était vraiment le Covid. Et donc, il y a eu des injonctions contradictoires, masque, pas masque, on ouvre, on ferme, etc. Et donc ça s'est aussi ressenti dans l'engagement des collaborateurs et il a décliné. La deuxième chose qui est assez importante, c'est que aujourd'hui, vous allez le voir, on est sur un retour à des niveaux pré-Covid et donc on a une baisse de l'engagement moyen. Sur le niveau des engagés versus désengagés, ce qu'on peut voir, c'est que globalement, on est sur une population où il y a 40% de gens qui se disent engagés, donc c'est quand même pas mal. Maintenant, on est quand même sur plus de la majorité, environ 60% de gens qui sont neutres, sans supplément d'âme, qui ne recommanderaient pas forcément l'entreprise, voire en bleu, qui sont détracteurs, donc qui vont plutôt ramer à l'envers, si je prends l'image d'un canoë, qui vont ramer contre le courant. Donc, on est sur quelque chose qui n'est pas forcément catastrophique, mais qui, en termes de performance d'entreprise, pourrait être largement, largement amélioré. Donc, conclusion, les entreprises ont quand même plutôt bien résisté à la crise en termes de réponse. Maintenant, on revient dans une routine, même si vous allez voir sur 2023, il y a beaucoup de challenges. Mais donc, faut pas desserrer son attention sur le sujet. Laure, tu as peut-être quelque chose à dire sur Ouais. le sujet engagement et bien-être qu'on voulait souligner? Tout à fait. C'est important d'avoir en tête que ce sont vraiment deux thématiques qui sont très différentes, hein. L'engagement n'est pas du tout synonyme de bien-être. On peut être engagé et ne pas aller bien du tout. Presque. Alors moi, j'ai tendance à penser, en fait, finalement, que sur cette question de l'engagement, un peu comme toute chose, hein, ce qu'il faut, c'est un bon équilibre. Euh, Au contraire, en fait, finalement, les gens qui sont extrêmement engagés sont souvent ceux qui ont le plus de probabilité de tomber dans le burn-out. Donc, on voit bien que voilà, engagement ne veut pas dire bien-être, hein. Pour certaines personnes, trop d'engagement égale possibilité d'un mal-être vraiment profond. Et moi, ma conviction aussi, c'est que les gens qui sont vraiment très désengagés sont aussi des gens qui vont pas nécessairement très bien non plus, à moins que voilà, le désengagement professionnel ne soit compensé par un engagement dans un autre domaine. Parce que quand on est très désengagé, pour ceux qui m'ont déjà entendu, moi je pense que le travail est une valeur fondamentale et qui nous permet à tous de progresser, d'avancer dans notre identité, dans les qualités qu'on développe.
Et voilà, quand on est très désengagé, bon, bah, on a plus de temps, on est moins stressé, mais finalement, peut-être on apprend moins de choses, on progresse moins et on se conforte moins dans une identité voilà, de progrès et d'avancée. Donc voilà, tout ça pour dire, hein, mais tu en avais touché un mot tout à l'heure, que voilà, ce sont vraiment deux données à traiter de manière tout à fait distincte. Exactement, et on le voit, j'enchaîne sur la prise de conscience du top management. On voit qu'il y a, il y a deux impératifs qu'on entend de plus en plus dans la bouche des dirigeants et qu'on voit chez nos clients. Le premier, c'est de prendre en considération l'humain. Donc, on a plusieurs clients qui ont, en tant que PDG de très grosses entreprises, 10 000 plus, comme métrique dans leur variable de rémunération, le score d'engagement de leurs salariés, qui est dans 99% des cas mesuré par un INPS. Donc, vous avez patron de Fnac Darty, de boulanger, dans des secteurs bancaires aussi. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a cette prise de conscience qui n'était pas là il y a 5-6 ans et les comités de rémunération inclut cette variable. À la fois, 2022, ça a été l'année de la charge mentale. Et donc, il y a cette prise de conscience aussi que la charge mentale est plus élevée que jamais. Il y a plus de 44% des managers qui sont au-dessus du seuil de détresse psychologique. Donc, c'est quelque chose qui est très fort. Et donc, on a ce double impératif d'engager les hommes au travail et en même temps de les préserver pour qu'ils ne se consument pas dans l'entreprise avec soit un surengagement, soit plutôt l'inverse, le bore-out, que tu évoquais, où il y a un désengagement total, un lâcher-prise total et où ça peut être pernicieux aussi. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qui nous attend justement pour 2023? Et on va faire vite parce qu'on a tellement de questions que on va essayer de passer un maximum de temps sur les questions. Elles sont toutes hyper pertinentes. Donc, premièrement, nos prédictions. Alors, ça ne reste que des prédictions. Bon, ça fait quelques années qu'on est plutôt content de nos prédictions. On se plante parfois, hein. Mais donc, apprendre avec des pincettes et du recul, c'est un mix de data qu'on voit dans nos analyses Supermood et puis d'analyse des commentaires du terrain et de beaucoup de discussions avec des experts du secteur ou nos clients nous-mêmes qui sont des RH. Donc, la première chose est, on va vers un engagement qui revient à des niveaux pré-Covid. Pourquoi? Une des principales raisons, c'est la perte de cet ennemi commun qui était la crise sanitaire. Et au contraire, aujourd'hui, on rentre dans un flou qui est assez fort. Un flou sur une potentielle crise économique, tout ce qui est conflit politique avec la guerre en Ukraine. Ça demande il y a des problèmes d'approvisionnement et de logistique qui sont très forts. Voilà, donc l'inflation. Donc, on est dans un monde globalement qui est très, très incertain, alors que les années Covid, c'était simple, c'était la crise sanitaire et on ne parlait que de ça. Aujourd'hui, il y a une pluralité de variables à prendre en compte qui sont très importantes. Et donc, ça a un impact sur le collaborateur et sur le citoyen. Et donc, les réponses des entreprises doivent être multivariables et donc, c'est beaucoup plus dur à gérer. Donc, une de nos prédictions, c'est que le benchmark, on verra dans 12 mois, mais que le BNET va baisser en France, en tout cas, et sûrement partout dans le monde, sur les 12 prochains mois. Une autre de nos prédictions, c'est que le désengagement va être ou l'engagement va être à deux vitesses. Ça, on a pu le constater. C'est-à-dire que les populations de salariés ne sont pas traitées de la même façon et ont des leviers d'engagement qui sont différents. Les entreprises répondent à ces leviers d'engagement différemment. Un excellent exemple, on parlait de quiet quitting ou de la grande démission, c'est le secteur de l'hôtellerie, de la restauration ou de la santé, où vous avez aujourd'hui une pénurie de talents et un nombre de départs qui est vraiment historique. Donc, il y avait une remarque qui était, est-ce que le quiet quitting, ça n'a pas été toujours quelque chose de présent? Oui, il y a toujours des gens qui ont fait un minimum dans leur travail et plutôt que de démissionner. Mais aujourd'hui, il y a quand même des effets de masse qui sont assez énormes. Et pour travailler avec pas mal d'acteurs justement dans la restauration, l'hôtellerie ou la santé, c'est quelque chose qui devient extrêmement compliqué pour sortir son épingle du jeu. Et on a vraiment des politiques de rétention qui sont à des années-lumière de ce qu'on faisait il y a 10 ans parce qu'il y a
il y a une conscience qu'il y a un pool de talents qui est de plus en plus faible. À l'inverse, pour certaines populations, ça va très bien. Vous regardez la population des développeurs, c'est une population sur un métier tendu, qui a été très bien traité, enfin qui est très bien traité globalement depuis une dizaine d'années. Et donc, vous avez des moyens très très forts qui sont mis envers ces populations. Donc, ce qui est important quand vous regardez l'engagement, c'est d'avoir une certaine granularité, notamment démographique, que ce soit par génération, par job ou ce genre de choses, ou par ancienneté dans votre entreprise, pour comprendre qu'une action peut engager une population et désengager une autre. Et donc, il faut embrasser cette granularité et cette hétérogénéité parce qu'on le constate, nous, sur le terrain, les populations deviennent de plus en plus extrêmes dans leur engagement ou désengagement. Alors, je te passe la main sur le côté bien. Tout à fait. Tout ça, ça a entraîné aussi une évolution des mentalités dans les entreprises par les dirigeants, mais aussi les collaborateurs. C'est un chiffre qu'on avait cité dans un précédent webinaire. Il y a maintenant une écrasante majorité des collaborateurs qui pensent que leur entreprise est garante de leur santé mentale. Je ne suis pas très à l'aise avec le côté garant. Je pense qu'on est tous un peu responsable aussi de notre santé mentale, mais en tout cas, l'entreprise doit prendre sa part dans le fait de soigner et de préparer en fait un terreau qui soit le plus fertile possible pour que la santé mentale soit maintenue, voire florisse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe, et pas seulement sur la question du travail, c'est-à-dire que les entreprises ont de plus en plus tendance à ne pas se préoccuper que de ce qui se passe au travail, mais aussi d'éléments d'environnement. Et ça me permet de faire le lien d'ailleurs avec le quatrième élément de nos prédictions, c'est toute la donnée écologique qui prend de plus en plus d'importance. Évidemment, on a eu une année, tu l'as dit, où il s'est passé beaucoup de choses. On a eu pas mal l'inquiétude monte, il y a eu des catastrophes. Donc tout ça, ça rentre maintenant en ligne de compte et les entreprises le prennent en compte. Donc par exemple, on a des initiatives comme les ateliers La Fresque du Climat, des choses comme ça, qui pourtant semblent assez différenciées de la situation de travail et qui maintenant sont prises en compte par les entreprises, parce que tout ça, ça participe d'un effort de l'entreprise de se montrer comme protecteur, comme un espace où finalement il n'y a pas que la question du travail, mais il y a la question de la vie en société, tout ce qui préoccupe les collaborateurs et pas seulement cette question centrée sur le travail. Exactement. Ça, c'est un signal faible qu'on détecte beaucoup, que ça soit des salariés dans ce qu'ils disent dans les commentaires, mais aussi des directions où le nombre de dirigeants qui ont fait des ateliers, par exemple, sur la fresque du climat ou ce genre de choses est assez impressionnant. Et donc, il y a une vraie prise de conscience sur ce sujet, même d'un point de vue compétitif. Oui. Alors, pour finir, les petits carrés rouges sur l'année. Donc, le premier, c'est que vous avez des talents qui sont moins nombreux et il y a une économie qui est incertaine. Donc, globalement, de plus en plus de challenges à résoudre pour les DRH, pour les dirigeants et pour les managers aussi. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un décalage très fort entre le discours et la réalité. Quand vous regardez aujourd'hui les budgets RH, vous avez un investissement qui est toujours plus fort dans le recrutement et la marque employeur que dans la rétention. Et donc, on est sur le recrutement à minimum 20% de budget juste dédié au recrutement. Donc, globalement, malgré ce que tout le monde dit, qu'il vaut mieux retenir un salarié que d'en recruter un, l'allocation des ressources et l'allocation du temps est pas forcément là où il faut. Donc, c'est un point de vigilance qu'on soulève. Attention à ce décalage parce que ça peut générer des problèmes. Et donc, aujourd'hui, par exemple, si vous êtes dans le secteur de la santé ou de la restauration, vous aurez beau mettre le budget que vous voulez sur le recrutement, ça ne compensera jamais tout le nombre de départs qui sont à prévoir, quoi que vous fassiez, parce que c'est aussi quelque chose d'assez structurel. Donc voilà, on finit sur les carrés rouges, mais du coup, s'il y a deux choses à retenir, Laure, tu peux parler de l'employee experience.
Oui, alors oui, évidemment, quand on parle rétention, on pense à l'expérience collaborateur. Donc, c'est plus que jamais une donnée dont il faut se préoccuper. Voilà, on a cessé de le répéter pendant ce webinaire, hein, mais ce qui va favoriser l'engagement, va favoriser la rétention, va réduire l'absentéisme. Donc vraiment, l'expérience du collaborateur au quotidien, elle est très importante, et ça va du premier jour où on entre dans l'entreprise à tout ce qui se passe chaque jour, les relations avec les collègues. Enfin, c'est très vaste, mais en tout cas, c'est hyper important de s'en préoccuper, parce que c'est ça qui va permettre de garder les collaborateurs dans l'entreprise plutôt que de devoir en recruter d'autres. On sait à quel point ça prend du temps et à quel point finalement on prend des risques, hein, quand on fait venir des personnes de l'extérieur. Exactement. Et donc, pour résumer tout ça, là, il y a une certitude, ça, qu'on soit expert de vin ou pas, c'est que globalement, 2023, c'est une année de changement. C'est pas une année de retour à la normale comme on aurait pu le penser après le Covid. C'était peut-être 2022 et encore. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et donc, notre recommandation, c'est de pas avancer dans le noir, c'est de mesurer, de tester, de dialoguer. C'est important d'avoir une politique plutôt inclusive avec les collaborateurs pour savoir ce qui se passe, et puis aussi pour les engager, parce que plus on inclut les gens dans une démarche, plus ils sont engagés dans celle-ci, quelles que soient les décisions prises. Et aussi, quelque chose qu'on propose, c'est donnez-vous le droit de tester. Oui, on parle d'humain, mais dans les actions qui sont mises en place par la direction, par les RH, il y en a qui vont ne pas marcher, il y en a qui vont justement surperformer peut-être. Il faut être dans une logique un peu scientifique de test and learn. C'est hyper, hyper important, et les collaborateurs le comprennent très, très bien, donc faut pas hésiter. En tout cas, va falloir s'adapter au changement. Mm. On arrive sur les questions-réponses. On a 1 minute de retard, ça va. Donc, on a un quart d'heure de questions-réponses. N'hésitez pas à mettre vos questions donc, dans l'onglet questions pour qu'on les voit. À partir de maintenant, on regardera plus le chat. Et surtout, vous avez un système de vote. On va répondre aux questions dans l'ordre des votes. Donc, n'hésitez pas à voter. Alors, on va prendre la première question. C'est parti. On a évoqué donc le fait de biais individuels qui se compensent les uns les autres sur la masse. À partir de combien de sondés on considère que le biais est neutralisé? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose est le taux de représentativité, c'est-à-dire si on a une population de 1000 personnes, à partir de quel taux de réponse, combien de personnes, on peut considérer que les résultats représentent toute la population. Ça va vraiment dépendre du nombre de personnes à qui vous l'envoyez. Dans le livre blanc qu'on sort, vous avez un tableau avec tout ce qui est statistique. Mais en gros, pour 1000 personnes, on considère qu'à partir de 200, 250 réponses, on est sur quelque chose de très, très représentatif. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà de 1000, plus vous montez, moins vous avez besoin de personnes. C'est-à-dire que même à 10 000 personnes, donc on est sur 10 fois plus, 400 réponses sont assez prédictrices d'un point de vue statistique. Quand vous êtes sur des petites populations, à 100 personnes, si vous voulez avoir quelque chose de très représentatif, il va falloir qu'il y en ait plutôt 80% qui répondent. Donc voilà, je vous invite à télécharger le livre blanc, vous aurez toutes les réponses là-dessus. Maintenant, quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que si sur 100 personnes, vous avez 10 personnes qui y répondent, c'est quand même déjà 10 personnes. Donc vous pouvez, c'est vraiment ce que pensent ces 10 personnes. Donc vous pouvez agir quand même en vous disant que, attention, c'est la réponse que 10 personnes, donc c'est pas du tout représentatif du groupe. Tout le groupe peut être mécontent ou content, mais en tout cas, sur les 10 personnes qui ont répondu, vous avez un sentiment, et c'est déjà mieux que absolument rien. Donc une question sur le comparatif inter-entreprise. Quel score de INPS est considéré comme excellent, très bon, moyen, mauvais, etc. Alors, vous avez la réponse sur le Bennett. Déjà, il faut vous comparer au Bennett en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis en janvier 2023, j'ai un Bennett environ à 16. Si je suis à 16, c'est que je suis dans la moyenne. Si je suis au-dessus, c'est que je suis bon. Voilà. Globalement, ce qu'on va considérer, c'est que entre moins 15 et plus 20, on est sur un INPS qui est plutôt normal. Au-delà de 20, on est sur quelque chose de bon, voire excellent. Et en dessous de 15, on est sur quelque chose de médiocre ou mauvais. Deux choses là-dessus.
très rare pour nos clients d'avoir et même en France, d'avoir un INPS qui est au-dessus de 60 ou 70. Ça peut arriver dans des très petites structures, on ne l'a pas vu sur des grandes structures. On a quand même des entreprises de plus de 10 000 salariés qui arrivent à avoir des INPS vers les 60. Donc mais on est vraiment sur le top du top. Il y a également une granularité à avoir, c'est-à-dire que même dans l'entreprise que j'ai en tête qui a 60, vous avez des équipes qui sont à moins 80. Donc, le sujet est aussi d'aller chercher ces équipes à moins 80 et de comprendre pourquoi elles sont à moins 80. Est-ce qu'on ne peut pas les faire passer déjà à moins 20, puis à 0, puis à 40, puis ensuite plus haut. Voilà, donc réponse un peu réponse de Normand, mais ça vous donne quand même une échelle entre moins 15 et 20, ça va. En tout cas, ça n'a pas un impact majeur sur le turnover, la performance, etc. Entre plus 20 et 100, on est sur de l'excellent. Pareil, si votre CODIR est à moins 40, ça va avoir des répercussions assez fortes dans l'entreprise. Donc, selon les populations, c'est plus ou moins, il faut le pondérer. Voilà. Je prends la question sur le INPS trop élevé. Laure, peut-être que tu veux répondre. Donc, la question, c'est est-ce qu'on doit s'inquiéter d'un INPS trop élevé? Est-ce qu'un surengagement, ça peut nuire au pro-perso? Et à partir de quel score on doit s'inquiéter? Moi, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter d'un INPS trop élevé. Ce dont je parlais d'un surengagement, c'est vraiment au niveau individuel, au niveau du groupe. Voilà, si dans une entreprise, on a un INPS au-delà de 80, bon, déjà, c'est quand même très rare, mais c'est plutôt très positif, et tant mieux, et il faut s'en réjouir. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. C'est vraiment du cas par cas. La question du burn-out, heureusement, donc voilà, donc c'est pour ça que je parlais d'un engagement très élevé, mais ça va dépasser cette question de l'INPS, me semble-t-il. On est sur deux façons de le mesurer qui seraient différentes. Un engagement très élevé, ce serait voilà, quelqu'un qui effectivement dédierait tout son temps enfin tout son temps, une partie quand même très importante de son temps, et puis il serait très perfectionniste. Enfin voilà, donc on est sur des thématiques un peu différentes de ce que va mesurer l'INPS malgré tout. Exactement, sur ce sujet, je ne résiste pas. Hier, dans le JDN, est sortie justement une chronique, donc une chronique écrite par Supermood, sur le fait de se désengager parfois, alors pas de tout et avec intelligence, mais se désengager pour éviter le burn-out. La stat qui est assez intéressante, c'est une stat du Yale Center qui en gros dit que 18%, elle est ici, 19% des salariés déclarent être en très fort engagement et aussi en fort burn-out. Voilà. Donc vous pouvez savoir qu'il y a environ 1 sur 5 des collaborateurs très très engagés sur lesquels il faut pas forcément s'inquiéter, mais en tout cas se questionner et leur poser la question. Donc vous pouvez aller voir sur le JDN. Je mets cette slide aussi, si vous avez des sujets, parce qu'on ne va pas avoir le temps de répondre à tout, n'hésitez pas. Bon, soit demander une démo de Supermood, soit à écrire à Jean-Baptiste. On répond aussi si vous avez des questions, qu'elles soient commerciales ou non. Une question hyper commune sur le challenge. Est-ce qu'on peut calculer le challenge du NPS? Bah oui, on gagne des points que si on répond 8 ou 9 ou 10. Donc, ça peut être un peu dur. Et donc, en plus, ça vient des États-Unis où tout est amazing, et c'est vrai. Donc, est-ce qu'on doit adapter cette méthode en France et en Europe? La réponse, c'est vous pouvez, mais scientifiquement, ça n'a plus de valeur, ou en tout cas moins de valeur. Pour répondre à une autre question qui a été posée, Bain a validé donc, initialement sur 4000 personnes ce sujet du NPS, puis ensuite l'a validé sur tous leurs clients pendant des années. Ils ont fait pareil avec le INPS depuis une dizaine d'années, et globalement, quelle que soit la culture, c'est ce ratio qui fonctionne bien. Donc, si vous voulez avoir une prédictabilité scientifique du INPS, il faut conserver ce méthode de calcul des 9-10 moins les 0,6. Par contre, le benchmark est différent. Tout comme un NPS moyen côté client est environ à 30-40, le INPS moyen est plutôt vers donc, les 0.
Pourquoi? Parce qu'on note plus difficilement, plus durement son employeur qu'une marque. Donc le INPS moyen en France va être différent du INPS aux US et il est effectivement plus bas. Ce qui est intéressant, c'est que on peut vous donner en tant que client Supermood des calculs, mais comme ça diffère par secteur, etc., bah, par exemple, vous êtes dans les télécoms en France et les télécoms aux US. Les télécoms en France ont un meilleur niveau d'engagement que les télécoms aux US parce que c'est des structures différentes. Donc, c'est très compliqué de faire de la comparaison internationale. Ce qui est important, c'est par contre, quand vous êtes une entreprise multinationale, d'avoir des niveaux de départ en interne dans chaque pays et de voir comment ça évolue et de vous benchmarker l'un envers l'autre. Voilà. Donc c'est une super question, on nous la pose souvent. Donc la réponse c'est vous pouvez, mais scientifiquement ça vaut moins. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser le INPS en moyenne, hein. C'est un indicateur qui est intéressant, plus simple à communiquer en interne, parce qu'il n'y a pas le calcul à expliquer, et puis ça fait une note de 0 à 10 plutôt qu'une note de moins 100 à 100, mais scientifiquement, c'est moins représentatif. On a une question assez liée, Laure, je me permets d'y répondre, sur les chiffres sont différents de l'Institut Gallup. Pourquoi? Alors, là, les chiffres du Bennett, c'est vraiment l'INPS. Gallup utilise le Q12, qui est un questionnaire de 12 questions, assez exhaustif sur tous les sujets de l'engagement. Donc, on est sur quelque chose d'un peu plus varié. Maintenant, pourquoi on fait pas ça? Parce que scientifiquement, le INPS est très largement corrélé à ce que représente Gallup. Il a une prédictibilité identique à quelques pourcents près. Et surtout, Gallup est un questionnaire américain, donc il est parfois difficile à adapter. Typiquement, une des 12 questions, c'est j'ai un meilleur ami au travail. I've got a best friend at work. Et donc, c'est quelque chose qui, aux États-Unis, passe sans problème. En France, si on vous demande est-ce que vous avez un meilleur ami au travail, est-ce que ça influe sur votre engagement? Bon, un peu moins. Donc, on n'utilise pas le référentiel Gallup, même si les études qu'ils font sont très intéressantes, parce qu'on le trouve assez peu adapté en France. Pareil pour la méthode de calcul, même si elle a évolué récemment. Pourquoi Gallup dit qu'il n'y a que 18% de gens qui sont engagés et tout le reste désengagés? C'est parce qu'ils considéraient que si vous mettiez non à une des 12 questions, vous étiez considéré comme désengagé. Donc, en gros, si vous n'avez pas de meilleur ami en France ou si vous n'avez pas les bons outils, vous êtes considéré comme désengagé. Donc, on trouvait ça un petit peu trop clivant et donc c'est pour ça qu'on a des stats différents. À chaque fois qu'on parle d'engagement, l'engagement, c'est une notion qui est marketing, hein. Derrière, il y a plein de thèses en psychologie du travail, etc. Mais il faut toujours regarder les hypothèses sur comment on la mesure, etc. Nous, le Bennett, c'est le INPS et c'est tout. Avec Supermoon, on peut vous donner vachement plus de précision par levier d'engagement, mais ce n'est pas ce qu'on a souhaité publier avec le Bennett. Check. Quel score d'INPS chez nous? Nous, aujourd'hui, on est entre 45 et 70 en fonction des périodes. On a été à moins 30. On est assez transparent là-dessus. Puis on s'est transformé. On a inclus plus les collaborateurs dans tout ce qu'on faisait. Et bizarrement, on est monté dans les top benchmarks chez Supermood. On est une entreprise de 45. Voilà, en toute transparence, il y a pas mal de podcasts, notamment un podcast de Yann Hiro sur le INPS. C'est 55 minutes à parler de ça et j'explique mon point de vue en tant que dirigeant de qu'est-ce que ça fait d'avoir moins 30 dans une entreprise qui s'appelle Supermood et de diriger cette entreprise et qu'est-ce que ça fait de transformer et d'avoir des collaborateurs qui sont beaucoup plus épanouis 1 an ou 2 ans après. Check. Alors, une question pour toi, Laure, sur comment analysez-vous les questions ouvertes après l'INPS, le pourquoi, les commentaires? Donc là, on est sur, alors je ne suis pas sûre de comprendre, est-ce qu'on est sur des questions ouvertes qui seraient posées après l'INPS ou les commentaires activés? Alors je pense que c'est plutôt les commentaires activés sur la question de l'INPS. Alors, les questions ouvertes, alors il y a 2 façons de le faire, hein. On a un outil en interne qui fait une première analyse, donc outil Proxem, donc c'est de l'intelligence artificielle qui va pouvoir donner des grandes thématiques. Donc c'est intéressant, c'est rapide, c'est accessible sur la plateforme. Donc ça, c'est un premier niveau d'analyse qui permet d'identifier quels sont les sujets à surveiller en particulier. Après, j'ai tendance, moi, quand même, à vous recommander, tant que le volume n'est pas
monstrueux, mais quand même de lire chacun des commentaires pour se faire une idée qui serait moins quantitative, mais plus qualitative des commentaires qui ont été donnés. Hein. Quand on lit quelque chose, on peut bien sûr classer par thème comme le fait notre outil Proxem, mais voilà, on comprend à la lecture, est-ce que c'est plutôt de la colère, enfin voilà, quelles sont les émotions peut-être qui se dégagent de ces commentaires. Et pour tout ça, voilà, c'est avant tout du bon sens. Hein. On fait appel à qui on est, voilà, à notre ressenti à la lecture des résultats. Donc on peut aller de quelque chose de très quantitatif à quelque chose qui soit beaucoup plus dans l'émotionnel et dans voilà, ce qu'on ressent à la lecture de ces résultats. Et ce sera aussi informatif, voilà, avec un degré autre, mais c'est important aussi de l'entendre. Exactement. Puis tout ça, Ouais, c'est un dialogue. C'est-à-dire que quand on ouais. pose une question, même si c'est juste une température, une météo, c'est intéressant, c'est plus inclusif, en tout cas, du collaborateur, de lui demander de justifier un petit peu sa note ou de donner des pistes d'amélioration. Mm. Alors, une question de Claire sur comment peut-on ajouter de la granularité, équipe, ancienneté, etc., tout en garantissant l'anonymat dans une entreprise de moins de 100 personnes. C'est une très bonne question. Alors, dans Supermood, vous pouvez mettre des attributs, des filtres d'analyse pour chaque collaborateur et ça vous permet de savoir si les gens qui ont 1 an d'ancienneté sont plus ou moins engagés que ceux qui en ont 2, etc. Ce que va faire la plateforme de Supermood, c'est bloquer les filtres s'il n'y a pas assez de réponses. Donc, le seuil de confidentialité chez nous et chez nos clients, dans 95% des cas, c'est 5 réponses. Donc, en dessous de 5 réponses, les résultats sont agrégés au-dessus. Et puis, il y a quelques subtilités pour bloquer des filtres un peu pernicieux. Vous avez 9 hommes et 1 femme dans une équipe de 10. Bah, vous allez pouvoir regarder l'équipe de 10, mais pas les hommes dans l'équipe de 10, parce que sinon, par déduction, vous auriez le résultat de la femme. Donc voilà, comment on le fait, il faut passer par un tiers parti. Le tiers parti, ça peut être Supermood ou autre. Mais ce tiers parti doit être garant de cette confidentialité en bloquant la pertinence, la granularité d'analyse quand c'est pertinent. Voilà. Et 5, un seuil de confidentialité à 5, ça permet quand même de faire beaucoup, beaucoup de choses, d'avoir une analyse fine. Et en même temps, c'est complètement accepté par les collaborateurs. Tant qu'on est qu'on communique dessus et qu'on est pédago avec les collaborateurs. Une question sur... Alors, il est 12h02, on prend peut-être encore 2-3 questions, Laure, et puis après, ça sera bon appétit pour tout le monde, mais je vois qu'il y a encore beaucoup d'engagement sur le webinaire. Y a-t-il une saisonnalité de l'INPS? Est-ce que, par exemple, avant les fêtes de fin d'année, on est plus ou moins engagé? Alors, oui, il y a une saisonnalité, c'est ce que vous voyez ici. Globalement, les gens sont plus engagés en août et septembre. C'est quelque chose qui est assez commun quand on regarde. Je peux vous montrer plutôt ces datas-là, voilà. Qu'on ne voit pas super, mais en août et septembre, souvent, on a un pic, vous voyez, d'engagement. Sur les fêtes de fin d'année, c'est un peu plus dur à dire, tout simplement parce qu'avec le Covid, les fêtes de fin d'année ont été pas mal bousculées, donc je ne saurais pas vous dire quelle est la cause d'une baisse d'engagement ou une augmentation d'engagement en décembre. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que encore une fois, le INPS est quelque chose qui tombe à un certain mois et donc si ça tombe avant la prime de fin d'année ou après, vous allez avoir un niveau d'engagement qui est différent. D'où l'intérêt de sonder régulièrement pour lisser ce niveau. Et ce qu'on constate globalement, c'est que d'un mois sur l'autre, sur une même entreprise, il n'y a pas une différence de 10-15 points. C'est quelque chose qui est très rare. Là, on constate des différences parce que globalement, on est massifié sur des contextes qui sont mouvants, mais généralement, vous restez sur des niveaux d'INPS qui sont à peu près stables, à moins que vous preniez des actions pour améliorer les choses. Tchac. Réponse rapide pour Xavier. Est-ce qu'on a décliné le baromètre par type d'entreprise ou par secteur? Par type d'entreprise, donc oui, on a PME, TI et grands groupes. Et par secteur, on a une dizaine de secteurs.
justement banque assurance, retail, distribution, voilà. Et donc ça, par contre, c'est disponible seulement pour nos clients Supermood, et on vérifie aussi que c'est pertinent. Vous pouvez être dans le retail, dans des milieux complètement différents, et donc on vous demande à quoi vous voulez être comparé. Pareil, dans la banque, vous avez des entités de la banque qui préfèrent être comparées à des entreprises tech, par exemple des startups tech, parce que c'est la volonté de ces entités, plutôt qu'à des groupes bancaires grands comptes. Une question de Clémence: dans quel cadre puis-je utiliser le baromètre dans mon entreprise? Dans tous les cadres. Déjà, ça permet de créer une discussion, ne serait-ce que de montrer le Bénet. Et puis, donc, avec la direction, avec les DRH, avec les salariés aussi. Et puis ensuite, vous pouvez déployer, soit quand vous êtes dans une petite structure à la main, avec un questionnaire gratuit en ligne, ça ne coûte pas grand-chose de le faire, même s'il y a des sujets d'anonymat un peu plus complexes. Ou après avec des solutions comme Supermood. Sur le sujet, on vous accompagne dessus, parce que l'outil, c'est bien, mais il faut aussi savoir communiquer autour de l'outil, le faire vivre, prendre des actions, former les managers à réagir à certains scores. Donc voilà. On va peut-être s'arrêter là parce qu'on a encore 15 questions. On va essayer de faire un petit récap avec, souvent on sort un article de blog derrière le webinar. Donc on répondra aux questions non répondues dedans. En tout cas, merci pour votre présence. On en profite pour... donc vous recevrez replay, et voilà. Si vous avez une question, n'hésitez pas à appeler ou envoyer un mail à Jean-Baptiste ou demander une démo. J'interviendrai le 30 mars pour un webinaire conjoint avec Isabelle Le Nicolet, qui est directrice des projets RH, qui a été en charge de la transformation et de la fusion surtout de Fnac et Darty. Et donc, on va discuter pendant, pareil, 45 minutes pourquoi l'écoute des collaborateurs, c'est indispensable quand vous fusionnez. Et là, c'était un sacré challenge. Fnac et Darty, des anciens concurrents, qui fusionnent. Il y a plein de challenges sur les valeurs, sur comment on crée des pratiques managériales communes, etc. Donc, c'est un sujet passionnant. Isabelle est super aussi comme intervenant. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Vous trouverez ça sur les réseaux de Supermoon. Et puis, Laure, je te remercie pour ta présence. C'était top. Et puis, on espère que vous avez appris plein de choses. Merci à toi, merci à tous pour votre attention. Bonne journée. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.